à tous, bienvenue dans Rencontre. La conférence sur le dialogue des civilisations asiatiques vient de se tenir à Beijing. Les participants venus du monde entier se sont réunis pour discuter de moyens de communication plus efficaces entre les pays. Quel est le rôle des échanges culturels dans le monde d'aujourd'hui et comment ces échanges doivent-ils être organisés pour plus d'efficacité? Aujourd'hui, nous allons en discuter avec notre invité. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui sur notre plateau M. Hu Sishe. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'Association du peuple chinois pour l'amitié avec les pays étrangers. Bienvenue sur notre plateau. Alors, on voit que durant la cérémonie d'ouverture de la conférence, le président chinois a prononcé un discours. Y a-t-il des points qui vous ont particulièrement marqué? Il y a des points très importants et très intéressants à remarquer. Le premier point, le président a fait un résumé de la richesse de la civilisation asiatique. Donc, il a dit que la civilisation asiatique a une longue histoire. Dans cette longue histoire, beaucoup de pays s'engagent dans le développement de la civilisation. Donc, ça fait que la civilisation asiatique a une variété très importante. Deuxièmement, cette richesse asiatique a des résultats satisfaisants. Donc, il a cité des résultats aussi. Donc, troisièmement, cette civilisation se développe à partir du respect du peuple asiatique. Donc, ça c'est le point important du résumé du président. Le deuxième point important, c'est le président a fait quelques propositions. La première proposition, c'est d'avoir une paix en Asie, un souhait du président, c'est-à-dire il souhaite une Asie de la paix, il souhaite une Asie de la prospérité, il souhaite une Asie d'ouverture et de circulation. Donc ça, c'est trois souhaits du président. Et troisièmement, il a fait 4 propositions. La première proposition, c'est de se respecter l'un et l'autre. La deuxième proposition, c'est de prendre héritage de cette civilisation asiatique. Troisième proposition, c'est d'avoir un dialogue entre différentes civilisations. Et quatrième proposition, c'est d'avoir une créativité dans l'avenir. Donc, c'est un résumé du président. Je pense que ce résumé est très important pour nous, c'est-à-dire il y a le respect, il y a le souhait, il y a la proposition aussi. Donc, selon vous, quel message la Chine veut transmettre à travers cette conférence? Le premier message que la Chine voudrait annoncer au monde, je pense que c'est que la Chine va continuer à respecter l'autre civilisation. La Chine va continuer aussi à insister sur l'ouverture de la Chine vers le monde extérieur. Et la Chine voudrait aussi accepter aussi une autre civilisation, une autre culture qui pourrait aussi mélanger avec celle de la Chine. C'est toujours le cas dans l'histoire de la Chine. Oui. Et justement, quand vous avez mentionné les différentes civilisations en Asie, donc il y a aussi des sous-forums qui sont consacrés à l'influence et l'interaction des différentes civilisations asiatiques. Donc, si on fait un rétrospective historique, comment les civilisations asiatiques s'interagissent les unes avec les autres dans l'histoire? On pourrait partir de là à travers l'histoire chinoise aussi. C'est-à-dire l'histoire chinoise, on a traversé une longue histoire de 5000 ans. Cette histoire, ce n'est pas simplement une histoire de la Chine, mais aussi c'est une histoire de la Chine qui pourrait accepter aussi d'autres civilisations qui pénétraient dans l'histoire de la Chine.
Donc cette histoire pourrait aussi montrer que la civilisation asiatique, dans l'histoire, ils s'influencent l'une de l'autre. En même temps, ils s'intégraient l'une à l'autre. Mais cette façon-là, pour l'Asie, c'est très important. Je pourrais citer un exemple. Le bouddhisme, lorsqu'il entrait en Chine, c'est le bouddhisme indien. Le bouddhisme indien, c'est-à-dire à travers l'image du Bouddha. On pourrait voir à travers l'image du Bouddha le bouddhisme indien. Et lorsqu'il y a un expert japonais qui a raconté cette histoire, il a dit que c'est très intéressant. Les Chinois s'est surpris devant cette image du Bouddha indien. Pourquoi? Parce que ce Bouddha indien, il a 4 visages. Donc, pour le Chinois, on ne peut pas accepter un Bouddha de 4 visages. Donc, le Chinois, ils donnent leur intelligence à ce bouddhisme indien, ils transforment ce bouddhisme indien en un bouddhisme chinois. Donc, le Bouddha devient un visage comme un homme. Donc, et on chante ce Bouddha, les Chinois, à travers la poésie, on écrit des poèmes au Bouddha, on chante des chansons, donc ça devient le bouddhisme chinois. Je veux dire que ce mélange de la civilisation asiatique, c'est aussi une force pour nous de se développer. Cette force est très importante pour le développement de la société, de la civilisation chinoise. Alors, on remarque que cette fois, il y a beaucoup d'activités. Il n'y a pas seulement des discussions, mais il y a des activités comme des activités gastronomiques, des carnavals. Donc, quelles sont les activités qui selon vous, qui sont les plus intéressantes? Oui, je ne cite pas des activités concrètes parce que je ne peux pas dire quelles activités qui m'attirent le plus ou quelles autres qui ne m'attirent pas, mais simplement, c'est-à-dire les activités pour moi sont très importantes aussi au niveau de la circulation de la civilisation, puisque la civilisation se concrétise par des activités. Donc le carnaval, les gastronomies, ce sont des activités dans la vie quotidienne du peuple asiatique. Donc, ce à quoi je m'intéresse le plus, c'est de voir le résultat de ces activités. C'est-à-dire, à travers ces activités, comment on pourrait apprendre à partir d'une autre civilisation, d'une autre culture. Ça, c'est plus important. C'est-à-dire la compréhension mutuelle d'une culture et d'une autre. C'est vrai, vous avez mentionné un point très important, c'est le résultat des échanges en fait. Parce que vous êtes vice-président de l'association du peuple chinois pour l'amitié avec les pays étrangers. C'est une association qui s'occupe de promouvoir la culture chinoise dans le monde et vice-versa. Et donc selon vous, quelles sont les expériences qui ont une valeur très importante pour dire que, tiens, il y a un résultat vraiment concret? Oui, les échanges culturels sont souvent très importants, mais les échanges ne restent pas simplement au niveau du discours. C'est-à-dire les échanges pourraient se promouvoir en fait dans des différents sens. Le premier sens, c'est-à-dire il faut essayer de voir, de choisir quels sont les objets ou quelles sont les caractéristiques de la culture chinoise. Qu'est-ce qu'on va choisir comme culture, comme objet culturel, premièrement. Et deuxièmement, on voit aussi quels sont les objets culturels, quelles sont les activités culturelles qui pourraient être acceptées par les amis étrangers. Donc le premier choix, c'est-à-dire essayer de trouver un objet ou des symboles qui pourraient présenter les caractéristiques
de la civilisation, de la culture chinoise. Et ça, le choix est très difficile puisque la Chine est tellement grande. On pourrait choisir, il y a aussi des minorités chinoises. Comment on pourrait trouver un symbole significatif de la culture chinoise? Oui, comment? Donc, en fait, dans ce cas-là, ça dépend de interlocuteurs, c'est-à-dire ça dépend des amis étrangers. Par exemple, pour l'Allemagne, il faut trouver, par exemple, la culture chinoise très traditionnelle. Par exemple, pour la musique chinoise, on trouve la musique chinoise traditionnelle. On ne montre pas la musique moderne. Donc, et pour les Japonais, il faut, par exemple, il faut trouver quelque chose qui sont communs entre nous, entre l'histoire de la Chine et du Japon. Par exemple, le mandarin, les caractères chinois qui pourraient symboliser qui est le point commun entre la Chine et le Japon. Mais cela me fait penser à une problématique, c'est-à-dire que c'est pas seulement entre les échanges entre la Chine et les autres pays, mais si on prend les cas des échanges culturels entre les différents pays, est-ce qu'il y a un risque, comme vous avez dit, il faut prendre en considération la demande des interlocuteurs, mais est-ce qu'il y a un risque que, par exemple, si on prend le cas de l'Allemagne ou de l'Europe, il y a certains stéréotypes, par exemple concernant la Chine, que les gens aiment plutôt la musique traditionnelle, et si on leur montre toujours la musique traditionnelle, est-ce que ça va constituer une sorte de rupture entre la vraie Chine d'aujourd'hui et la partie traditionnelle de la Chine? Oui, c'est une très bonne question parce que, premièrement, on ne voudrait pas montrer en fait une Chine à l'image des étrangers. On voudrait montrer une Chine réelle, c'est-à-dire cette Chine réelle où on ne peut pas rompre la Chine réelle avec sa tradition. Cette Chine réelle englobe une partie de la tradition. Donc cette partie de la tradition est montrée par les artistes. Les artistes, ils sont là, ils jouent des instruments musicaux et ils ont des dialogues avec les amis étrangers. En même temps, ils jouent des pièces traditionnelles de la musique chinoise. Donc, on ne s'arrête pas, bien sûr, on ne s'arrête pas là. Il faut essayer d'avoir aussi des échanges entre les jeunes. Par exemple, l'année dernière, nous avons organisé des jeunes musiciens qui jouent des jazz, qui jouent des pièces créées par eux, mais c'est totalement différent. C'est-à-dire on ne peut pas s'arrêter simplement dans cette idée de la tradition de la Chine. On ne veut pas montrer à l'étranger simplement une image fixe de la Chine. On voudrait montrer une image très variée de la Chine du présent. Justement, vous avez mentionné les jeunes. En fait, cette fois, on voit que durant le forum, il y a des sous-forums consacrés à la responsabilité des jeunes dans la transmission et la préservation des civilisations asiatiques. Donc, selon vous, quel rôle les jeunes vont-ils jouer dans la préservation des civilisations? Donc, les jeunes sont comme le relais. Ce relais, on ne peut pas rompre une civilisation qui circule, qui continue à se développer. Donc les jeunes sont comme des relais. Ils prennent l'héritage de son précédent et ils passent cet héritage aux suivants. Donc les jeunes se relaient. Ce n'est pas simplement un passeur d'une civilisation à une autre, mais aussi ils créent quelque chose. Donc les jeunes, ils sont importants. Le premier rôle qu'ils vont jouer, c'est de prendre le relais, c'est de prendre ces héritages de ses ancêtres. En même temps, il faut aussi donner quelque chose à cet héritage.
C'est-à-dire il faut aussi créer quelque chose. La création des jeunes est très importante dans le développement de la culture. Je pense que les jeunes, ils vont prendre la responsabilité non seulement de prendre l'héritage de quelque chose, mais aussi de donner quelque chose dans le développement. C'est-à-dire donner leur propre force pour le développement de la civilisation. En fait, dans votre travail, vous organisez régulièrement des activités, comme vous avez mentionné tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des expériences inoubliables que vous voudriez partager éventuellement avec nos téléspectateurs? Oui, je reviens à cette idée que vous avez mentionnée tout à l'heure pour les Allemands. C'est vrai, il y a toujours des malentendus entre les Chinois et les étrangers et les Allemands. L'année dernière, pour l'anniversaire de 200 ans d'anniversaire de Karl Marx, nous avons organisé des 4 mois d'activité de la culture chinoise à Triel, le pays natal de Karl Marx. Donc les Allemands, ils m'ont demandé de ne pas avoir des idées idéologiques. Je dis que je voudrais montrer typiquement la culture chinoise. Donc nous avons choisi 7 provinces de la Chine, la province du Yunnan, la ville de Pékin, la province du Shandong, du Sichuan, etc. Chaque province montre leur culture typique de la province qui représente aussi la Chine. Donc pendant 4 mois, nous avons introduit aussi des artistes chinois pour faire la performance sur place, pour montrer aux spectateurs allemands c'est la Chine réelle, c'est la Chine vivante, ce n'est pas la Chine idéologique. On voudrait éviter aussi cette Chine idéologique et cette Chine fixe que les étrangers nous donnent. Donc on voudrait dire aux étrangers que nous avons aussi notre vie, nous avons aussi notre culture, nous avons aussi notre tradition. Et cette tradition, cette culture, il faut être respecté aussi par les autres. Mais quand vous dites des malentendus, qu'est-ce qu'il s'agit, ces malentendus? Et après ces activités, comment ces malentendus ont pu être dissipés en quelque sorte? Oui, il y a des malentendus au niveau politique, au niveau idéologique. Dans ce cas-là, il est très difficile pour les gens de comprendre ce système chinois. Mais on ne veut pas simplement essayer de convaincre ces gens-là une fois. On voulait dire que la Chine a sa tradition. Cette tradition, on a toujours un pouvoir central. Cette centralisation du pouvoir, c'est le besoin de la Chine. On a besoin de ce genre de système pour que la Chine se développe. En même temps, nous avons notre manière de vie. Notre manière de vie, c'est dans la tradition, c'est dans notre habitude. Donc, après ces activités, après les performances des artistes, après des dialogues entre les experts, beaucoup d'amis allemands, ils commencent à comprendre que la Chine, c'est la vraie Chine. Et ça, ce n'est pas la vraie Chine n'est pas dans le discours des politiciens. Alors, justement, je voudrais demander votre avis sur le rôle des échanges culturels dans une relation bilatérale, parce qu'on évoque souvent, quand on parle d'une relation bilatérale, on parle souvent des échanges économiques et politiques. Parfois, on prend les échanges culturels comme secondaires ou dans une place un peu divertissement. Donc, votre expérience semble me dire que c'est quand même quelque chose qui est très important. Oui, nous, les Chinois, parlent beaucoup des échanges économiques, des échanges techniques, c'est-à-dire ce sont des échanges qui est beaucoup plutôt
réelle et pratique pour nous. Mais dans la presse étrangère aussi, quand on voit la visite du président chinois en France, dans les médias, on parle que de l'économique, des contrats qui ont été signés et on ne va pas mentionner, il y a des échanges culturels qui s'opèrent. Oui, c'est très important. Je pense que c'est très important pour le peuple, pour la visibilité du résultat. Mais lorsqu'on parle beaucoup aussi avec les étrangers, on voudrait parler aussi des échanges économiques, mais les étrangers souvent, ils parlent à part les échanges économiques. Nous insistons beaucoup sur l'importance de la culture. J'ai une expérience il y a 2 semaines avec une délégation allemande. On a parlé comment on pourrait organiser des forums au niveau de la technologie, au niveau de l'économie. Ils ont accepté notre proposition. En même temps, ils disent qu'en fait, à part cette proposition, la culture, elle est très importante dans nos échanges. Donc, je veux dire, je comprends, d'après ce qu'ils ont dit, l'importance des échanges culturels montre la durée de la collaboration. Je pense que s'il y a des échanges, simplement des échanges économiques, peut-être ces échanges-là, une fois ou 2 fois, mais si on ajoute à ces échanges-là quelques échanges culturels, ça pourrait durer plus longtemps. Donc ces échanges culturels, c'est l'habitude des gens, c'est l'amitié entre les gens, c'est beaucoup d'autres choses aussi. Donc les échanges économiques ne sont pas des échanges simplement des chiffres, ce sont des échanges aussi. Après ces chiffres, il y a ce côté très culturel, cette amitié, cette compréhension mutuelle, cette relation humaine, ce respect l'un de l'autre. Je pense que ça, c'est aussi important. En fait, on dit souvent en Chine, il y a la diversité en harmonie et maintenant la ligne directrice de la diplomatie chinoise, c'est la construction d'une communauté de destin commun de l'humanité. Donc selon vous, est-ce que vous voulez dire que malgré les différences dans la mentalité ou dans les pensées, les gens peuvent quand même se comprendre s'il y a suffisamment d'échanges culturels? Oui, bien sûr. La Chine respecte les diversités, premièrement. En respectant cette diversité de la mentalité du peuple, on voudrait aussi avoir quelque chose d'ensemble. C'est-à-dire, c'est une harmonie. Le monde est d'une harmonie. Il y a les êtres humains, il y a la vie matérielle, il y a la vie mentale, il y a beaucoup de choses qui sont ensemble. Mais ces choses-là, on voudrait que ce soit une harmonie pour la Chine, pour la philosophie chinoise, on voudrait que c'est une harmonie du monde. En même temps, cette harmonie est construite en respectant la diversité. Donc on respecte la diversité des autres, en même temps on voudrait faire partager notre richesse, notre culture avec les autres. Donc, est-ce que c'est pour vous la valeur symbolique de cette conférence? Je pense que c'est une des valeurs symboliques de cette conférence et de ce souhait de la Chine pour le monde. Sinon, quels sont selon vous les défis, par exemple, quand vous parlez des expériences en Allemagne, par exemple, est-ce que vos activités, ces échanges culturels, sont suffisamment couverts par exemple, les médias locaux et qu'il
il y a une vraie connaissance de grand public sur cet événement? On ne focus pas, premièrement, sur le média d'abord. On focus sur l'événement lui-même, c'est-à-dire à partir d'un signe insignifiant, on commence le dialogue entre la Chine et l'Allemagne, c'est-à-dire c'est par quoi? C'est par les échanges d'un concert entre la Chine et l'Allemagne. C'est un petit événement, chaque année, il se passe une fois en Allemagne et une fois en Chine, un groupe de 5 musiciens qui viennent en Chine et un groupe de 5 musiciens chinois qui va en Allemagne. Mais si les médias locaux ont une couverture sur cet événement, pensez-vous qu'il y aura une influence plus grande? C'est important aussi, mais c'est-à-dire c'est l'événement qui est le plus important. C'est-à-dire à partir de ce petit signe, on commence à s'agrandir. C'est-à-dire à partir de cet échange du groupe de 5 personnes, on s'agrandit, on agrandit aussi d'autres domaines. Par exemple, maintenant, c'est le dialogue entre des villes historiques et culturelles. Donc, dans ce dialogue, il y a les échanges des experts qui parlent comment on construit, comment on gère l'héritage culturel. Et à partir de ce dialogue historique et culturel, on commence aussi à avoir des activités économiques. Par exemple, l'innovation des étudiants, les résultats, les fruits des innovations des étudiants, avoir des échanges aussi. Donc maintenant, c'est l'économie. Donc je dis que c'est à partir de ce signe culturel, on atteint à un but qu'on n'a pas imaginé. Alors, pour terminer notre discussion, en tant que vraiment quelqu'un sur le terrain, quels sont vos souhaits sur les futurs des échanges, non seulement entre la Chine et les autres pays, mais entre les différentes civilisations? Notre souhait, c'est d'essayer de mettre en application les propositions faites par notre président, comment on pourrait, à partir d'une base, essayer de construire un destin commun entre humanités. C'est-à-dire, pour nous, c'est toujours quelque chose de très concret. C'est-à-dire, c'est quelque chose de très concret. On choisit des objets symboliques de la Chine et on essaye de faire partager nos amis étrangers nos richesses culturelles. Ça dépend du pays aussi, c'est-à-dire nous essayons toujours de baser cette base, d'essayer d'élargir cette base, d'agrandir cette base. En même temps, nous acceptons aussi la richesse culturelle venant de l'étranger. Nous introduisons aussi ces richesses culturelles étrangères en Chine. Donc c'est à partir de ces échanges culturels que la Chine pourrait être mieux comprise par les étrangers et les étrangers pourraient être mieux acceptés en Chine. Alors je vous remercie, M. Hu Sishi, d'avoir participé à notre émission. Merci. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.